La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas. Partie 15 du livre audio. Suite du tome 2. 20. Chicot est de plus en plus roi de France. Minuit sonna. Les portes du Louvre fermaient d'ordinaire à minuit. Mais Henri avait sagement calculé que le duc d'Anjou ne manquerait pas de coucher ce soir-là au Louvre, pour laisser moins de prise aux soupçons que le tumulte de Paris, pendant cette soirée, pouvait faire naître dans l'esprit du roi. Le roi avait donc ordonné que les portes restassent ouvertes jusqu'à 1 heure. À minuit un quart, Caylus remonta. « Sire, le duc est rentré, dit-il. »« Que fait Maugiron ?»« Il est resté en sentinelle pour voir si le duc ne sortira point. »« Il n'y a pas de danger. » Alors, dit Caylus, en faisant un mouvement pour indiquer au roi qu'il n'y avait plus qu'à agir. Alors, laissons-le se coucher tranquillement, dit Henri. Qu'y a-t-il près de lui ? Monsieur de Montsoreau et ses gentilshommes ordinaires. Et monsieur de Bussy ? Monsieur de Bussy n'y est pas. Bon, dit le roi, à qui c'était un grand soulagement que de sentir son frère privé de sa meilleure épée. Qu'ordonne le roi ? Demanda Caylus. Qu'on dise à D'Epernon et à Schomberg de se hâter et qu'on prévienne monsieur de Montsoreau que je désire lui parler. Caylus s'inclina et s'acquitta de la commission avec toute la promptitude que peuvent donner à la volonté humaine le sentiment de la haine et le désir de la vengeance réunis dans le même cœur. 5 minutes après, D'Epernon et Schomberg entraient, l'un rhabillé à neuf, l'autre débarbouillé au vif. Il n'y avait que les cavités du visage qui avaient conservé une teinte bleuâtre, qui, au dire de l'étuviste, ne s'en irait tout à fait qu'à la suite de plusieurs bains de vapeur. Après les 2 mignons, M. de Montsoreau parut. « Monsieur le capitaine des gardes de votre majesté vient de m'annoncer qu'elle me faisait l'honneur de m'appeler près d'elle, » dit le grand-veneur en s'inclinant. « Oui, monsieur, » dit Henri. « Oui, en me promenant ce soir, j'ai vu les étoiles si brillantes et la lune si belle que j'ai pensé que, par un si magnifique temps, nous pourrions faire demain une chasse superbe. Il n'est que minuit, monsieur le comte. Partez donc pour Vincennes à l'instant même. Faites-moi détourner un daim, et demain nous le courrons. »« Mais, sire, dit Montsoreau, je croyais que demain votre majesté avait fait donner rendez-vous à monseigneur d'Anjou et à monsieur de Guise pour nommer un chef de la Ligue. »« Eh bien, monsieur, après, dit le roi avec cet accent hautain auquel il était si difficile de répondre. Après, sire, après, le temps manquera peut-être. Le temps ne manque jamais, monsieur le grand-veneur, à celui qui sait l'employer, et c'est pour cela que je vous dis, vous avez le temps de partir ce soir, pourvu que vous partiez à l'instant même. Vous avez le temps de détourner un daim cette nuit, et vous aurez le temps de tenir les équipages prêts pour demain 10 heures. Allez donc, et à l'instant même. Caylus, Schomberg, faites ouvrir à monsieur de Montsoreau la porte du Louvre de la part du roi. Et toujours de la part du roi, faites-la fermer quand il sera sorti. Le grand-veneur se retira tout étonné. « C'est donc une fantaisie du roi ?» demanda-t-il aux jeunes gens dans l'antichambre. « Oui, » répondirent laconiquement ceux-ci. Monsieur de Montsoreau vit qu'il n'y avait rien à tirer de ce côté-là et se tut. « Oh oh !» murmura-t-il en lui-même en jetant un regard du côté des appartements du duc d'Anjou. « Il me semble que cela ne flaire pas bon pour son Altesse royale. » Mais il n'y avait pas moyen de donner l'éveil au prince. Caylus et Schomberg se tenaient l'un à droite, l'autre à gauche du grand-veneur. Un instant, il crut que les 2 mignons avaient des ordres particuliers et le tenaient prisonnier. Et ce ne fut que lorsqu'il se trouva hors du Louvre et qu'il entendit la porte se refermer derrière lui qu'il comprit que ses soupçons étaient mal fondés. Au bout de 10 minutes, Schomberg et Caylus étaient de retour près du roi. « Maintenant, dit Henri, du silence, et suivez-moi tous 4. »« Où allons-nous, sire ?» demanda D'Epernon, toujours prudent. « Ceux qui viendront le verront, » répondit le roi. Les mignons assurèrent leurs épées, agrafèrent leurs manteaux et suivirent le roi,
qui, un falot à la main, les conduisit par le corridor secret que nous connaissons, et par lequel, plus d'une fois déjà, nous avons vu la reine-mère et le roi Charles IX se rendre chez leur fille et chez leur sœur, cette bonne Margot dont le duc d'Anjou, nous l'avons déjà dit, avait repris les appartements. Un valet de chambre veillait dans ce corridor, mais, avant qu'il eût eu le temps de se replier pour avertir son maître, Henri l'avait saisi de sa main en lui ordonnant de se taire, et l'avait passé à ses compagnons, lesquels l'avaient poussé et enfermé dans un cabinet. Ce fut donc le roi qui tourna lui-même le bouton de la chambre où couchait monseigneur le duc d'Anjou. Le duc venait de se mettre au lit, bercé par les rêves d'ambition qu'avaient fait naître en lui tous les événements de la soirée. Il avait vu son nom exalté et le nom du roi flétri. Conduit par le duc de Guise, il avait vu le peuple parisien s'ouvrir devant lui et ses gentilshommes, tandis que les gentilshommes du roi étaient hués, bafoués, insultés. Jamais, depuis le commencement de cette longue carrière, si pleine de sourdes menées, de timides complots et de mines souterraines, il n'avait encore été si avant dans la popularité, et par conséquent dans l'espérance. Il venait de déposer sur sa table une lettre que M. de Montsoreau lui avait remise de la part du duc de Guise, lequel lui faisait en même temps recommander de ne pas manquer de se trouver le lendemain au lever du roi. Le duc d'Anjou n'avait pas besoin d'une pareille recommandation, et s'était bien promis de ne pas se manquer à lui-même à l'heure du triomphe. Mais sa surprise fut grande quand il vit la porte du couloir secret s'ouvrir, et sa terreur fut au comble lorsqu'il reconnut que c'était sous la main du roi qu'elle s'était ouverte ainsi. Henri fit signe à ses compagnons de demeurer sur le seuil de la porte et s'avança vers le lit de François, grave, le sourcil froncé et sans prononcer une parole. « Sire, balbutia le duc, l'honneur que me fait votre majesté est si imprévu. »« Qu'il vous effraie, n'est-ce pas ?» dit le roi. « Je comprends cela. Mais non, non, demeurez, mon frère, ne vous levez pas. »« Mais, sire, cependant, permettez, » fit le duc tremblant et attirant à lui la lettre du duc de Guise qu'il venait d'achever de lire. « Vous lisiez ?» demanda le roi. « Oui, sire. »« Lecture intéressante, sans doute, puisqu'elle vous tenait éveillé à cette heure avancée de la nuit. »« Oh, sire, » répondit le duc, avec un sourire glacé, « rien de bien important. Le petit courrier du soir. »« Oui, » fit Henri, « je comprends cela. Courrier du soir, courrier de Vénus. Mais non, je me trompe. On ne cachette point, avec des sceaux d'une pareille dimension, les billets qu'on fait porter par Iris ou par Mercure. » Le duc cacha tout à fait la lettre. « Il est discret, ce cher François, » dit le roi, avec un rire qui ressemblait trop à un grincement de dents pour que son frère n'en fût pas effrayé. Cependant, il fit un effort et essaya de reprendre quelque assurance. « Votre Majesté veut-elle me dire quelque chose en particulier ?» demanda le duc, à qui un mouvement des 4 gentilshommes, demeurés à la porte, venait de révéler qu'ils écoutaient et se réjouissaient du commencement de la scène. « Ce que j'ai de particulier à vous dire, monsieur, » dit le roi en appuyant sur ce mot, qui était celui que le cérémonial de France accorde aux frères des rois. « Vous trouverez bon que, pour aujourd'hui, je vous le dise devant témoins. Ça, messieurs, continua-t-il en se retournant vers les 4 jeunes gens, écoutez bien, le roi vous le permet. » Le duc releva la tête. « Sire, dit-il, avec ce regard haineux et plein de venin que l'homme a emprunté au serpent, avant d'insulter un homme de mon rang, vous eussiez dû me refuser l'hospitalité du Louvre. Dans l'hôtel d'Anjou, au moins, j'eusse été maître de vous répondre. »« En vérité, dit Henri avec une ironie terrible, vous oubliez donc que partout où vous êtes mon sujet, et que mes sujets sont chez moi partout où ils sont. Car, Dieu merci, je suis le roi du sol. »« Sire, s'écria François, je suis au Louvre, chez ma mère. »« Et votre mère est chez moi, répondit Henri. Voyons, abrégeons, monsieur. Donnez-moi ce papier. »« Lequel ? » ?»« Celui que vous lisiez, parbleu. Celui qui était tout ouvert sur votre table de nuit et que vous avez caché quand vous m'avez vu. »« Sire, réfléchissez, dit le duc. »« À quoi ? demanda le roi. »« À ceci. Que vous faites une demande indigne d'un bon gentilhomme,
mais, en revanche, digne d'un officier de votre police. » Le roi devint livide. « Cette lettre, monsieur, dit-il. »« Une lettre de femme, sire. Réfléchissez, dit François. Il y a des lettres de femmes fort bonnes à voir, fort dangereuses à ne pas être vues, témoin celle qu'écrit notre mère. »« Mon frère, dit François. »« Cette lettre, monsieur, s'écria le roi en frappant du pied, ou je vous la fais arracher par 4 Suisses. » Le duc bondit hors de son lit, en tenant la lettre froissée dans ses mains et avec l'intention manifeste de gagner la cheminée, afin de la jeter dans le feu. « Vous feriez cela, dit-il, à votre frère ?» Henri devina son intention et se plaça entre lui et la cheminée. « Non pas à mon frère, dit-il, mais à mon plus mortel ennemi. Non pas à mon frère, mais au duc d'Anjou, qui a couru toute la soirée les rues de Paris à la queue du cheval de monsieur de Guise. À mon frère, qui essaye de me cacher quelques lettres de l'un ou de l'autre de ses complices, messieurs les princes lorrains. »« Pour cette fois, dit le duc, votre police est mal faite. Je vous dis que j'ai vu le cachet de ces 3 fameuses merlettes de Lorraine, qui ont la prétention d'avaler les fleurs de lys de France. Donnez donc, mordieu, donnez, ou... » Henri fit un pas vers le duc et lui posa la main sur l'épaule. François n'eut pas plutôt senti s'appesantir sur lui la main royale, il n'eut pas plutôt d'un regard oblique considéré l'attitude menaçante des 4 mignons, lesquels commençaient à dégainer, que, tombant à genoux, à demi renversé contre son lit, il s'écria « À moi! Au secours! À l'aide! Mon frère veut me tuer !» Ces paroles, empreintes d'un accent de profonde terreur que leur donnait la conviction, firent impression sur le roi et éteignirent sa colère, par cela même qu'elle la supposait plus grande qu'elle n'était. Il pensa qu'en effet François pouvait craindre un assassinat et que ce meurtre eût été un fratricide. Alors il lui passa comme un vertige, à l'idée que sa famille maudite comme toutes celles dans lesquelles doit s'éteindre une race, il lui passa un vertige en songeant que, dans sa famille, les frères assassinaient les frères par tradition. « Non, dit-il, vous vous trompez, mon frère, et le roi ne vous veut aucun mal du genre de celui que vous redoutez. Du moins, vous avez lutté. Avouez-vous vaincu. Vous savez que le roi est le maître, ou si vous l'ignoriez, vous le savez maintenant. Eh bien, dites-le, non seulement tout bas, mais encore tout haut. »« Oh, je le dis, mon frère, je le proclame, » s'écria le duc. « Fort bien. Cette lettre alors, car le roi vous ordonne de lui rendre cette lettre. » Le duc d'Anjou laissa tomber le papier. Le roi le ramassa et, sans le lire, le plia et l'enferma dans son aumônière. « Est-ce tout, sire ?» dit le duc avec son regard louche. « Non, monsieur, dit Henri. Il vous faudra encore pour cette rébellion, qui, heureusement, n'a point eu de fâcheux résultats, il vous faudra, si vous le voulez bien, garder la chambre jusqu'à ce que mes soupçons à votre égard aient été complètement dissipés. Vous êtes ici. L'appartement vous est familier, commode, et n'a pas trop l'air d'une prison. Restez-y. Vous aurez bonne compagnie, du moins de l'autre côté de la porte, car pour cette nuit, ces 4 messieurs vous garderont. Demain matin, ils seront relevés par un poste de Suisse. Mais mes amis, à moi, ne pourrais-je les voir ? Qui appelez-vous vos amis ? Mais monsieur de Montsoreau, par exemple, monsieur de Ribérac, monsieur Entraguet, monsieur de Bussy. Ah oui, dit le roi, parlez de celui-là encore. Aurait-il eu le malheur de déplaire à votre majesté ? Oui, dit le roi. Quand cela ? Toujours, et cette nuit particulièrement. Cette nuit ? Qu'a-t-il donc fait cette nuit ? Il m'a fait insulter dans les rues de Paris. Vous, sire ? Oui, moi. Ou mes fidèles, ce qui est la même chose. Bussy a fait insulter quelqu'un dans les rues de Paris cette nuit ? On vous a trompé, sire. Je sais ce que je dis, monsieur. Sire, s'écria le duc avec un air de triomphe, monsieur de Bussy n'est pas sorti de son hôtel depuis 2 jours. Il est chez lui, couché, malade, grelottant la fièvre. Le roi se retourna vers Schomberg.
S'il grelottait la fièvre, dit le jeune homme, ce n'était pas chez lui, du moins, mais dans la rue Coquillière. Qui vous a dit cela demanda le duc d'Anjou en se soulevant. Que Bussy était dans la rue Coquillière. Je l'ai vu. Vous avez vu Bussy dehors? Bussy, frais, dispos, joyeux, et qui paraissait le plus heureux homme du monde, et accompagné de son acolyte ordinaire, ce Rémy, cet écuyer, ce médecin, que sais-je. Alors je n'y comprends plus rien, dit le duc avec stupeur. J'ai vu monsieur de Bussy dans la soirée, il était sous les couvertures. Il faut qu'il m'ait trompé moi-même. C'est bien, dit le roi, monsieur de Bussy sera puni comme les autres, et avec les autres, lorsque l'affaire s'éclaircira. Le duc, qui pensa que c'était un moyen de détourner de lui la colère du roi que de la laisser s'écouler sur Bussy, le duc n'essaya point de prendre davantage la défense de son gentilhomme. Si monsieur de Bussy a fait cela, dit-il, si, après avoir refusé de sortir avec moi, il est sorti seul, c'est qu'il avait effectivement, sans doute, des intentions qu'il ne pouvait m'avouer à moi, dont il connaît le dévouement pour votre majesté. Vous entendez, messieurs, ce que prétend mon frère, dit le roi. Il prétend qu'il n'a pas autorisé monsieur de Bussy. Tant mieux, dit Schomberg. Pourquoi tant mieux? Parce qu'alors votre majesté nous en laissera peut-être faire ce que nous voulons. C'est bien, on verra plus tard, dit Henri. Messieurs, je vous recommande mon frère. Ayez pour lui, pendant toute cette nuit, où vous allez avoir l'honneur de lui servir de garde, tous les égards qu'on a pour un prince du sang, c'est-à-dire au premier du royaume, après moi. Oh, sire, dit Caylus avec un regard qui fit frissonner le duc. Soyez donc tranquille, nous savons tous ce que nous devons à son Altesse. C'est bien. Adieu, messieurs, dit Henri. Sire, s'écria le duc, plus épouvanté de l'absence du roi qu'il ne l'avait été de sa présence. Quoi? Je suis sérieusement prisonnier? Quoi? Mes amis ne pourront me visiter? Quoi? Il me sera défendu de sortir? Et l'idée du lendemain lui passait par l'esprit, de ce lendemain où sa présence était si nécessaire près de M. de Guise. Sire, dit le duc, qui voyait le roi prêt à se laisser fléchir, laissez-moi paraître au moins près de votre majesté. Près de votre majesté est ma place. Je suis prisonnier, là, aussi bien qu'ailleurs, et mieux gardé à vue, même que dans toutes les places possibles. Sire, accordez-moi donc la faveur de rester près de votre majesté. Le roi, sur le point d'accorder au duc d'Anjou sa demande, à laquelle il ne voyait pas, d'ailleurs, un grand inconvénient, allait répondre oui, quand son attention fut distraite de son frère et attirée vers la porte par un corps très long et très agile, qui, avec les bras, avec la tête, avec le cou, avec tout ce qu'il pouvait remuer, enfin, faisait les gestes les plus négatifs qu'on pût inventer et exécuter sans se disloquer les os. C'était Chicot qui faisait « non ». « Non », dit Henri à son frère, « vous êtes fort bien ici, monsieur, et il me convient que vous y restiez. »« Sire, » balbutia le duc, « dès que cela est le bon plaisir du roi de France, il me semble que cela doit vous suffire, monsieur, » ajouta Henri d'un air de hauteur qui acheva d'accabler le duc. « Quand je disais que j'étais le véritable roi de France, » murmura Chicot. 21. Comment Chicot fit une visite à Bussy, et de ce qui s'ensuivit. Le lendemain de ce jour, ou plutôt de cette nuit, Bussy, vers 9 heures du matin, déjeunait tranquillement avec Rémy, qui, en sa qualité de médecin, lui ordonnait des confortants. Ils causaient des événements de la veille, et Rémy cherchait à se rappeler les légendes des fresques de la petite église de Sainte-Marie l'Égyptienne. « Dis donc, Rémy, » lui demanda tout à coup Bussy, « ne t'a-t-il pas semblé reconnaître ce gentilhomme qu'on trempait dans une cuve quand nous sommes passés au coin de la rue Coquillière ?»« Sans doute, monsieur le comte, et même à ce point que, depuis ce moment, je cherche à me rappeler son nom. »« Tu ne l'as donc pas reconnu non plus ?»« Non, il était déjà bien bleu. »« J'aurais dû le délivrer, » dit Bussy. « C'est un devoir entre gens comme il faut de se porter secours contre les manants. Mais, en vérité, Rémy, j'étais trop occupé de mes affaires. »« Mais si nous ne l'avons pas reconnu, lui, dit le Haudouin, il nous a, à coup sûr, reconnus.
nous qui avions notre couleur naturelle, car il m'a semblé qu'il roulait des yeux effroyables et qu'il nous montrait le poing en nous envoyant quelques menaces. Tu es sûr de cela, Rémi ? Je réponds des yeux effroyables, mais je suis moins sûr du poing et des menaces, dit le Haudouin qui connaissait le caractère irascible de Bussy. Alors, il faudra savoir quel est ce gentilhomme, Rémi. Je ne puis pas laisser passer ainsi une pareille injure. Attendez donc, s'écria le Haudouin, comme s'il fût sorti de l'eau froide ou entré dans l'eau chaude. Oh, mon Dieu, j'y suis, je le connais. Comment cela ? Je l'ai entendu jurer. Je le crois, mordieu bien, tout le monde eût juré en pareille situation. Oui, mais lui, il a juré en allemand. Bah, il a dit « Gott verdammt ». C'est Schomberg, alors. Lui-même, monsieur le comte, lui-même. Alors, mon cher Rémi, apprête tes onguents. Pourquoi cela ? Parce qu'il y aura avant peu quelque raccommodage à faire à sa peau ou à la mienne. Vous ne serez pas si fou que de vous faire tuer, étant en si bonne santé et si heureux, dit Rémi en clignant de l'œil. Dame, voilà déjà une fois que Sainte Marie l'Égyptienne vous ressuscite. Elle pourrait bien se lasser de faire un miracle que le Christ lui-même n'a essayé que 2 fois. Au contraire, Rémi, dit le comte, tu ne te doutes pas du bonheur qu'il y a, quand on est heureux, à s'en aller jouer sa vie contre celle d'un autre homme. Je t'assure que jamais je ne me suis battu de bon cœur quand j'avais perdu au jeu de grosses sommes, quand j'avais surpris ma maîtresse en faute ou quand j'avais quelque chose à me reprocher. Mais chaque fois, au contraire, que ma bourse est ronde, mon cœur léger et ma conscience nette, je m'en vais hardi et railleur sur le pré. Là, je suis sûr de ma main. Je lis jusqu'au fond des yeux de mon adversaire. Je l'écrase de ma chance. Je suis dans la position d'un homme qui joue au passe-10 avec la veine et qui sent le vent de la fortune pousser à lui lors de son antagoniste. Non, c'est alors que je suis brillant, sûr de moi. C'est alors que je me fends à fond. Je me battrai admirablement bien aujourd'hui, Rémi, dit le jeune homme en tendant la main au docteur. Car, grâce à toi, je suis bien heureux. Un moment, dit le Haudouin. Vous vous priverez cependant, s'il vous plaît, de ce plaisir. Une belle dame de mes amies vous a recommandé à moi et m'a fait jurer de vous garder sain et sauf, sous prétexte que vous lui deviez déjà la vie, et qu'on n'a pas la liberté de disposer de ce qu'on doit. Bon Rémi, fit Bussy en se plongeant dans ce vague de la pensée qui permet à l'homme amoureux d'entendre et de voir tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, comme derrière une gaze. Au théâtre, on voit les objets, sans leurs angles et sans les crudités de leur ton. État délicieux qui est presque un rêve, car, tout en suivant de l'âme sa pensée douce et fidèle, on a les sens distraits par la parole ou le geste d'un ami. « Vous m'appelez Bon Rémi, dit le Haudouin, parce que je vous ai fait revoir madame de Montsoreau. Mais m'appellerez-vous encore Bon Rémi quand vous allez être séparé d'elle, et malheureusement, le jour approche, s'il n'est pas arrivé. » Plaît-il ? S'écria énergiquement Bussy. Ne plaisantons pas là-dessus, maître le Haudouin. Monsieur, je ne plaisante pas. Ne savez-vous point qu'elle part pour l'Anjou, et que moi-même je vais avoir la douleur d'être séparé de mademoiselle Gertrude ? Ah ! Bussy ne put s'empêcher de sourire au prétendu désespoir de Rémi. Tu l'aimes beaucoup ? demanda-t-il. Je crois bien. Et elle donc, si vous saviez comme elle me bat. Et tu te laisses faire ? Par amour pour la science ? Elle m'a forcé d'inventer une pommade souveraine pour faire disparaître les bleus. En ce cas, tu devrais bien en envoyer plusieurs pots à Schomberg. Ne parlons plus de Schomberg. Il est convenu que nous le laissons se débarbouiller à sa guise. Oui, et revenons à madame de Montsoreau, ou plutôt à Diane de Méridor, car tu sais... Oh mon Dieu, oui, je sais. Rémi, quand partons-nous ? Ah, voilà ce dont je me doutais. Le plus tard possible, monsieur le comte. Pourquoi cela ? D'abord parce que nous avons à Paris ce cher monsieur d'Anjou, le chef de la communauté, qui s'est mis hier soir, à ce qu'il m'a semblé, dans de telles affaires qu'il va évidemment avoir besoin de vous. Ensuite, parce que monsieur de Montsoreau, par une bénédiction toute particulière, ne se doute de rien, à votre endroit du moins, et qu'il se douterait peut-être de quelque chose s'il vous voyait disparaître de Paris en même temps que sa femme, qui n'est point sa femme. Eh bien,
Que m'importe qu'il s'en doute? Oh oui, mais cela m'importe beaucoup, à moi, mon cher seigneur. Je me charge de raccommoder les coups d'épée reçus en duel, parce que, comme vous tirez de première force, vous ne recevez jamais de coups d'épée bien sérieux. Mais je récuse les coups de poignard, poussés dans les guet-apens et surtout par les maris jaloux. Ce sont des animaux qui, en pareil cas, tapent fort dur. Voyez plutôt ce pauvre monsieur de Saint-Mégrin, si méchamment mis à mort par notre ami monsieur de Guise. Que veux-tu, cher ami, s'il est dans ma destinée d'être tué par le Montsoreau? Eh bien, il me tuera. Et puis, 8 jours, 1 mois, 1 an après, madame de Montsoreau épousera son mari, ce qui fera énormément enrager votre pauvre âme, qui verra cela d'en haut ou d'en bas, et qui ne pourra pas s'y opposer, vu qu'elle n'aura plus de corps. Tu as raison, Rémi. Je veux vivre. À la bonne heure. Mais ce n'est pas le tout que de vivre, croyez-moi. Il faut encore suivre mes conseils, être charmant pour le Montsoreau. Il est, pour le moment, d'une affreuse jalousie contre monsieur le duc d'Anjou, qui, tandis que vous grelottiez la fièvre dans votre lit, se promenait sous les fenêtres de la dame, comme un Espagnol à bonne fortune, et qui a été reconnu à son oreillis. Faites-lui toutes sortes d'avances, à ce bon mari qui ne l'est pas. N'ayez pas même l'air de lui demander ce qu'est devenu sa femme. C'est inutile, puisque vous le savez, et il répandra partout que vous êtes le seul gentilhomme qui possédiez les vertus de Scipion, sobriété et chasteté. Je crois que tu as raison, dit Bussy. À présent que je ne suis plus jaloux de l'ours, je veux l'apprivoiser. Ce sera d'un suprême comique. Ah, maintenant, Rémi, demande-moi tout ce que tu voudras, tout m'est facile. Je suis heureux. En ce moment, quelqu'un frappa à la porte. Les 2 convives firent silence. « Qui va là ?» demanda Bussy. « Monseigneur, » répondit un page, « il y a en bas un gentilhomme qui veut vous parler. »« Me parler à moi? Si matin? Qui est-ce ?»« Un grand monsieur, vêtu de velours vert, avec des bas roses, une figure un peu risible, mais l'air d'un honnête homme. »« Bah, pensa tout haut Bussy. Serait-ce Schomberg ?»« Il a dit un grand monsieur. »« C'est vrai. Ou le Montsoreau ? » Il a dit l'air d'un honnête homme. Tu as raison, Rémi. Ce ne peut être ni l'un ni l'autre. Fais entrer. L'homme annoncé parut au bout d'un instant sur le seuil. Ah, mon Dieu, s'écria Bussy en se levant précipitamment à la vue du visiteur, tandis que Rémi, en ami discret, se retirait par la porte d'un cabinet. Monsieur Chicot, exclama Bussy. Lui-même, monsieur le comte, répondit le Gascon. Le regard de Bussy s'était fixé sur lui avec cet étonnement qui veut dire en toutes lettres, sans que la bouche ait besoin de prendre le moins du monde part à la conversation, « Monsieur, que venez-vous faire ici ?» Aussi, sans être autrement interrogé, Chicot répondit d'un ton fort sérieux. « Monsieur, je viens vous proposer un petit marché. »« Parlez, monsieur, » répliqua Bussy avec surprise. Que me promettez-vous si je vous rendais un grand service ? Cela dépend du service, monsieur, répondit assez dédaigneusement Bussy. Le Gascon feignit de ne point remarquer cet air de dédain. Monsieur, dit Chicot en s'asseyant et en croisant ses longues jambes l'une sur l'autre, je remarque que vous ne me faites pas l'honneur de m'inviter à m'asseoir. Le rouge monta au visage de Bussy. C'est autant à ajouter encore, dit Chicot, à la récompense qui me reviendra quand je vous aurai rendu le service en question. Bussy ne répondit point. « Monsieur, » continua Chicot sans se démonter, « connaissez-vous la Ligue ?»« J'en ai fort entendu parler, » répondit Bussy, commençant à prêter une certaine attention à ce que lui disait le Gascon. « Eh bien, monsieur, » dit Chicot, « vous devez savoir en ce cas que c'est une association d'honnêtes chrétiens, réunis dans le but de massacrer religieusement leurs voisins, les Huguenots. En êtes-vous, monsieur, de la Ligue ? Moi, j'en suis. Mais, monsieur, dites seulement oui ou non. Permettez-moi de m'étonner, dit Bussy. Je me faisais l'honneur de vous demander si vous étiez de la Ligue. M'avez-vous entendu ? Monsieur Chicot, dit Bussy, comme je n'aime pas les questions dont je ne comprends pas le sens, je vous prie de changer la conversation, et j'attendrai encore quelques minutes accordées à la bienséance
pour vous répéter que, n'aimant point les questions, je n'aime naturellement pas les questionneurs. Fort bien, la bienséance est bienséante, comme dit ce cher monsieur de Montsoreau, lorsqu'il est en belle humeur. À ce nom de Montsoreau, que le Gascon prononça sans apparente allusion, Bussy recommença de prêter attention. Hein, se dit-il tout bas, se douterait-il de quelque chose, et m'aurait-il envoyé ce Chicot pour m'espionner? Puis tout haut. Voyons, monsieur Chicot, au fait, vous savez que nous n'avons plus que quelques minutes. Optime, dit Chicot. Quelques minutes, c'est beaucoup. En quelques minutes, on se dit bien des choses. Je vous dirai donc qu'en effet, j'aurais pu me dispenser de vous questionner, attendu que, si vous n'êtes pas de la Sainte Ligue, vous en serez bientôt, indubitablement, attendu que M. d'Anjou en est. M. d'Anjou? Qui vous a dit cela? Lui-même, parlant à ma personne, comme disent, ou plutôt comme écrivent messieurs les gens de loi, comme écrivait, par exemple, ce bon et cher M. Nicolas David, ce flambeau du Forum Parisiens. Lequel flambeau s'est éteint sans qu'on sache qui a soufflé dessus. Or, vous comprenez bien que si monsieur le duc d'Anjou est de la Ligue, vous ne pouvez vous dispenser d'en être. Vous qui êtes son bras droit, que diable! La Ligue sait trop bien ce qu'elle fait pour accepter un chef manchot. Eh bien, monsieur Chicot, après, dit Bussy d'un ton évidemment plus courtois qu'il n'avait été jusque-là. Après, reprit Chicot. Eh bien, après, si vous en êtes, ou si l'on croit seulement que vous devez en être, et on le croira certainement, il vous arrivera, à vous, ce qui est arrivé à son Altesse royale. Qu'est-il donc arrivé à son Altesse royale? S'écria Bussy. Monsieur, dit Chicot, en se relevant et en imitant la pose qu'avait prise Bussy un instant auparavant, monsieur, je n'aime pas les questions. Et, si vous me permettez de le dire tout de suite, je n'aime pas les questionneurs. J'ai donc grande envie de vous laisser faire, à vous, ce qu'on a fait cette nuit à votre maître. Monsieur Chicot, dit Bussy avec un sourire qui contenait toutes les excuses qu'un gentilhomme peut faire. Parlez, je vous en supplie. Où est le duc? Il est en prison. Où cela? Dans sa chambre. 4 de mes bons amis l'y gardent même à vue. Monsieur de Schomberg, qui fut teint en bleu hier au soir, comme vous savez, puisque vous passiez là au moment de l'opération, Monsieur d'Épernon, qui est jaune de la peur qu'il a eue, Monsieur de Caylus, qui est rouge de colère, et Monsieur de Maugiron, qui est blanc d'ennui, c'est fort beau à voir, attendu que, comme Monsieur le Duc commence à verdir de peur, nous allons jouir d'un arc-en-ciel complet, nous autres, privilégiés du Louvre. Ainsi, monsieur, dit Bussy, vous croyez qu'il y a danger pour ma liberté? Danger? Un instant, monsieur. Je suppose même qu'en ce moment, on doit, ou l'on devrait être, en chemin pour vous arrêter. Bussy tressaillit. Aimez-vous la Bastille, monsieur de Bussy? C'est un endroit fort propre aux méditations, et Laurent Testu, qui en est le gouverneur, fait une cuisine assez agréable à ses pigeonneaux. On me mettrait à la Bastille? S'écria Bussy. Ma foi, je dois avoir dans ma poche quelque chose comme un ordre de vous y conduire, monsieur de Bussy. Le voulez-vous voir? Et Chicot tira effectivement des poches de ses chausses, dans lesquelles eussent tenu 3 cuisses comme la sienne, un ordre du roi en bonne forme, commandant d'appréhender au corps, partout où il serait, monsieur Louis de Clermont, seigneur de Bussy d'Amboise. Rédaction de monsieur de Caylus, dit Chicot. C'est fort bien écrit. Alors, monsieur, s'écria Bussy, touché de l'action de Chicot, vous me rendez donc véritablement un service? Mais je crois que oui, dit le Gascon. Êtes-vous de mon avis, monsieur? Monsieur, dit Bussy, je vous en conjure, traitez-moi comme un galant homme. Est-ce pour me nuire en quelque autre rencontre que vous me sauvez aujourd'hui? Car vous aimez le roi, et le roi ne m'aime pas. Monsieur le comte, dit Chicot, en se soulevant sur sa chaise et en saluant, je vous sauve pour vous sauver. Maintenant, pensez ce qu'il vous plaira de mon action. Mais, de grâce, à quoi dois-je attribuer une pareille bienveillance? Oubliez-vous que je vous ai demandé une récompense? C'est vrai.
Eh bien ? Ah, monsieur, de grand cœur. Vous ferez donc à votre tour ce que je vous demanderai, un jour ou l'autre. Foi de Bussy, en tant que la chose sera faisable. Eh bien, voilà qui me suffit, dit Chicot en se levant. Maintenant, montez à cheval et disparaissez. Moi, je porte l'ordre de vous arrêter à qui de droit. Vous ne deviez donc pas m'arrêter vous-même ? Allons donc. Pour qui me prenez-vous ? Je suis gentilhomme, monsieur. Mais j'abandonne mon maître. N'en ayez pas remords, car il vous a déjà abandonné. Vous êtes un brave gentilhomme, monsieur Chicot, dit Bussy au Gascon. Parbleu, je le sais bien, répliqua celui-ci. Bussy appela le Haudouin. Le Haudouin, il faut lui rendre justice, écoutait à la porte. Il entra aussitôt. « Rémi !» s'écria Bussy. « Rémi, Rémi, nos chevaux !»« Ils sont scellés, monseigneur, » répondit tranquillement Rémi. « Monsieur, dit Chicot, voilà un jeune homme qui a beaucoup d'esprit. »« Parbleu, dit Rémi, je le sais bien. » Et, Chicot le saluant, il salua Chicot comme l'eussent fait, quelques 50 ans plus tard, Guillaume Gorin et Gauthier Garguille. Bussy rassembla quelques piles d'écus qu'il fourra dans ses poches et dans celles du Haudouin. Après quoi, saluant Chicot et le remerciant une dernière fois, il s'apprêta à descendre. « Pardon, monsieur, dit Chicot, mais permettez-moi d'assister à votre départ. » Et Chicot suivit Bussy et le Haudouin jusqu'à la petite cour des écuries, où, effectivement, 2 chevaux attendaient tout scellés aux mains du page. « Et où allons-nous » fit Rémi en rassemblant négligemment les rênes de son cheval. « Mais, fit Bussy en hésitant ou en paraissant hésiter. « Que dites-vous de la Normandie, monsieur » dit Chicot, qui regardait faire et examinait les chevaux en connaisseur. « Non, répondit Bussy, c'est trop près. »« Que pensez-vous des Flandres » continua Chicot. « C'est trop loin. »« Je crois, dit Rémi, que vous vous décideriez pour l'Anjou, qui est à une distance raisonnable, n'est-ce pas, monsieur le comte ?»« Oui, va pour l'Anjou, dit Bussy en rougissant. »« Monsieur, dit Chicot, puisque vous avez fait votre choix et que vous allez partir, à l'instant même. J'ai bien l'honneur de vous saluer, pensez à moi dans vos prières. » Et le digne gentilhomme s'en alla, toujours aussi grave et aussi majestueux, en écornant les angles des maisons avec son immense rapière. « Ce que c'est que le destin, cependant, monsieur, dit Rémi. « Allons, vite, s'écria Bussy, et peut-être la rattraperons-nous. »« Ah, monsieur, dit le Haudouin, si vous aidez le destin, vous lui ôtez de son mérite. » Et ils partirent. 22. Les échecs de Chicot, le bilboquet de Caylus et la sarbacane de Schomberg. On peut dire que Chicot, malgré son apparente froideur, s'en retournait au Louvre avec la joie la plus complète. C'était pour lui une triple satisfaction d'avoir rendu service à un brave comme l'était Bussy, d'avoir travaillé à quelque intrigue et d'avoir rendu possible, pour le roi, un coup d'État que réclamaient les circonstances. En effet, avec la tête et surtout le cœur que l'on connaissait à M. de Bussy, avec l'esprit d'association que l'on connaissait à messieurs de Guise, on risquait fort de voir se lever un jour orageux sur la bonne ville de Paris. Tout ce que le roi avait craint, tout ce que Chicot avait prévu, arriva comme on pouvait s'y attendre. M. de Guise, après avoir reçu, le matin, chez lui, les principaux ligueurs, qui, chacun de son côté, étaient venus lui apporter les registres couverts de signatures que nous avons vus ouverts dans les carrefours, aux portes des principales auberges et jusque sur les autels des églises, M. de Guise, après avoir promis un chef à la Ligue, et après avoir fait jurer à chacun de reconnaître le chef que le roi nommerait, M. de Guise, après avoir enfin conféré avec le cardinal et avec M. de Mayenne, était sorti pour se rendre chez M. le duc d'Anjou, qu'il avait perdu de vue la veille, vers les 10 heures du soir. Chicot se doutait de la visite. Aussi, en sortant de chez Bussy, avait-il été incontinent flâner aux environs de l'hôtel d'Alençon, situé au coin de la rue Hautefeuille et de la rue Saint-André. Il y était depuis un quart d'heure à peine,
quand il vit déboucher celui qui l'attendait par la rue de la Huchette. Chicot s'effaça à l'angle de la rue du cimetière, et le duc de Guise entra à l'hôtel sans l'avoir aperçu. Le duc trouva le premier valet de chambre du prince assez inquiet de n'avoir pas vu revenir son maître, mais il s'était douté de ce qui était arrivé, c'est-à-dire que le duc avait été couché au Louvre. Le duc demanda si, en l'absence du prince, il ne pourrait point parler à Aurilly. Le valet de chambre répondit au duc qu'Aurilly était dans le cabinet de son maître, et qu'il avait toute liberté de l'interroger. Le duc passa. Aurilly, en effet, on se le rappelle, joueur de luth et confident du prince, était de tous les secrets de monsieur le duc d'Anjou, et devait savoir mieux que personne où se trouvait son Altesse. Aurilly était, pour le moins, aussi inquiet que le valet de chambre, et, de temps en temps, il quittait son luth, sur lequel ses doigts couraient avec distraction, pour se rapprocher de la fenêtre et regarder, à travers les vitres, si le duc ne revenait pas. 3 fois, on avait envoyé au Louvre, et à chaque fois, on avait fait répondre que monseigneur, rentré fort tard au palais, dormait encore. Monsieur de Guise s'informa à Aurilly du duc d'Anjou. Aurilly avait été séparé de son maître la veille, au coin de la rue de l'Arbre Sec, par un groupe qui venait augmenter le rassemblement, qui se faisait à la porte de l'hôtellerie de la Belle Étoile, de sorte qu'il était revenu attendre le duc à l'hôtel d'Alençon, ignorant la résolution qu'avait prise son Altesse royale de coucher au Louvre. Le joueur de luth raconta alors au prince Lorrain la triple ambassade qu'il avait envoyée au Louvre, et lui transmit la réponse identique qui avait été faite à chacun des 3 messagers. « Il dort à 11 heures, dit le duc. Ce n'est guère probable. Le roi est debout d'ordinaire à cette heure. Vous devriez aller au Louvre, Aurilly. »« J'y ai songé, monseigneur, dit Aurilly, mais je crains que ce prétendu sommeil ne soit une recommandation qu'il ait faite au concierge du Louvre et qu'il ne soit en galanterie par la ville. Or, s'il en était ainsi, monseigneur, serait peut-être contrarié, qu'on le cherchât. »« Aurilly, reprit le duc, croyez-moi, monseigneur est un homme trop raisonnable pour être en galanterie un jour comme aujourd'hui. Allez donc au Louvre, sans crainte, et vous y trouverez monseigneur. »« J'irai donc, monsieur, puisque vous le désirez. Mais que lui dirai-je ? » ?»« Vous lui direz que la convocation au Louvre était pour 2 heures, et qu'il sait bien que nous devions conférer ensemble avant de nous trouver chez le roi. Vous comprenez, Aurilly, ajouta le duc avec un mouvement de mauvaise humeur assez irrespectueux, que ce n'est point au moment où le roi va nommer un chef à la Ligue qu'il s'agit de dormir. Fort bien, monseigneur, et je prierai son Altesse de venir ici. Ou je l'attends bien impatiemment, lui direz-vous, car, convoqués pour 2 heures, beaucoup sont déjà au Louvre, et il n'y a pas un instant à perdre. Moi, pendant ce temps, j'enverrai quérir monsieur de Bussy. C'est entendu, monseigneur. Mais au cas où je ne trouverais point son Altesse, que ferai-je ? Si vous ne trouvez point son Altesse, Aurilly, n'affectez point de la chercher. Il suffira que vous lui disiez plus tard avec quel zèle j'ai tenté de la rencontrer. Dans tous les cas, à 2h moins un quart, je serai au Louvre. Aurilly salua le duc et partit. Chicot le vit sortir et devina la cause de sa sortie. Si monsieur le duc de Guise apprenait l'arrestation de monsieur d'Anjou, tout était perdu, ou, du moins, tout s'embrouillait fort. Chicot vit qu'Aurilly remontait la rue de la Huchette pour prendre le pont Saint-Michel. Lui, au contraire, alors, descendit la rue Saint-André-des-Arts de toute la vitesse de ses longues jambes et passa la Seine au bas de Nesle, au moment où Aurilly arrivait à peine en vue du Grand Châtelet. Nous suivrons Aurilly, qui nous conduit au théâtre même des événements importants de la journée. Il descendit les quais garnis de bourgeois, ayant tout l'aspect de triomphateur, et gagna le Louvre, qui lui apparut, au milieu de toute cette joie parisienne, avec sa plus tranquille et sa plus benoîte apparence. Aurilly savait son monde et connaissait sa cour. Il causa d'abord avec l'officier de la porte, qui était toujours un personnage considérable pour les chercheurs de nouvelles et les flaireurs de scandales. L'officier de la porte était tout miel. Le roi s'était réveillé de la meilleure humeur du monde. Aurilly passa de l'officier de la porte au concierge.
Le concierge passait une revue de serviteurs habillés à neuf et leur distribuait des hallebardes d'un nouveau modèle. Il sourit aux joueurs de luth, répondit à ses commentaires sur la pluie et le beau temps, ce qui donna à Aurilly la meilleure opinion de l'atmosphère politique. En conséquence, Aurilly passa outre et prit le grand escalier qui conduisait chez le duc, en distribuant force saluts aux courtisans déjà disséminés par les montées et les antichambres. À la porte de l'appartement de son Altesse, il trouva Chicot assis sur un pliant. Chicot jouait aux échecs tout seul et paraissait absorbé dans une profonde combinaison. Aurilly essaya de passer, mais Chicot, avec ses longues jambes, tenait toute la longueur du palier. Il fut forcé de frapper sur l'épaule du Gascon. « Ah, c'est vous, dit Chicot. Pardon, monsieur Aurilly. »« Que faites-vous donc, monsieur Chicot ? » ?»« Je joue aux échecs, comme vous voyez. »« Tout seul ? » ?»« Oui, j'étudie un coup. Savez-vous jouer aux échecs, monsieur ? » ?»« À peine. »« Oui, je sais. Vous êtes musicien, et la musique est un art si difficile que les privilégiés qui se livrent à cet art sont forcés de lui donner tout leur temps et toute leur intelligence. »« Il paraît que le coup est sérieux ? » demanda en riant Aurilly. « Oui, c'est mon roi qui m'inquiète. Vous saurez, monsieur Aurilly, qu'aux échecs, le roi est un personnage très niais, très insignifiant, qui n'a pas de volonté, qui ne peut faire qu'un pas à droite, un pas à gauche, un pas en avant, un pas en arrière, tandis qu'il est entouré d'ennemis très alertes, de cavaliers qui sautent 3 cases d'un coup, et d'une foule de pions qui l'entourent, qui le pressent, qui le harcèlent. De sorte que, s'il est mal conseillé, ah, dame, en peu de temps, c'est un monarque perdu. Il est vrai qu'il a son fou qui va, qui vient, qui trotte d'un bout de l'échiquier à l'autre, qui a le droit de se mettre devant lui, derrière lui et à côté de lui. Mais il n'en est pas moins certain que, plus le fou est dévoué à son roi, plus il s'aventure lui-même, monsieur Aurilly. Et dans ce moment, je vous avouerai que mon roi et son fou sont dans une situation des plus périlleuses. Mais, demanda Aurilly, par quel hasard, monsieur Chicot, êtes-vous venu étudier toutes ces combinaisons à la porte de son Altesse royale ? Parce que j'attends monsieur de Caylus, qui est là. Où, là ? Demanda Aurilly. Mais chez son Altesse ? Chez son Altesse, monsieur de Caylus ? Fit avec surprise Aurilly. Pendant tout ce dialogue, Chicot avait livré passage aux joueurs de luth, mais de telle façon qu'il avait transporté son établissement dans le corridor, et que le messager de monsieur de Guise se trouvait placé maintenant entre lui et la porte d'entrée. Cependant, il hésitait à ouvrir cette porte. « Mais, dit-il, que fait donc monsieur de Caylus chez monsieur le duc d'Anjou ? Je ne les savais pas si grands amis. »« Chut !» dit Chicot avec un air de mystère. Puis, tenant toujours son échiquier entre ses 2 mains, il décrivit une courbe avec sa longue personne, de sorte que, sans que ses pieds quittassent leur place, ses lèvres arrivèrent à l'oreille d'Aurilly. « Il vient demander pardon à son Altesse royale, dit-il, pour une petite querelle qu'ils eurent hier. »« En vérité, dit Aurilly, c'est le roi qui a exigé cela. Vous savez dans quels excellents termes les 2 frères sont en ce moment. Le roi n'a pas voulu souffrir une impertinence de Caylus, et Caylus a reçu l'ordre de s'humilier. »« Vraiment ? » ?»« Ah, monsieur Aurilly, dit Chicot, je crois que, véritablement, nous entrons dans l'âge d'or. Le Louvre va devenir l'Arcadie, et les 2 frères, Arcades ambo. Ah, pardon, monsieur Aurilly, j'oublie toujours que vous êtes musicien. » Aurilly sourit et passa dans l'antichambre, en ouvrant la porte assez grande pour que Chicot pût échanger un coup d'œil des plus significatifs avec Caylus, qui, d'ailleurs, était probablement prévenu à l'avance. Chicot reprit alors ses combinaisons palamédiques, en gourmandant son roi, non pas plus durement peut-être que ne l'eût mérité un souverain en chair et en os, mais plus durement certes que ne le méritait un innocent morceau d'ivoire. Aurilly, une fois entré dans l'antichambre, fut salué très courtoisement par Caylus,
entre les mains de qui un superbe bilboquet d'ébène, enjolivé d'incrustations d'ivoire, faisait de rapides évolutions. « Bravo, monsieur de Caylus, dit Aurilly, en voyant le jeune homme accomplir un coup difficile. « Bravo !»« Ah, mon cher monsieur Aurilly, dit Caylus, quand jouerai-je du bilboquet comme vous jouez du luth ?»« Quand vous aurez étudié autant de jours votre joujou, dit Aurilly, un peu piqué, que j'ai mis, moi, d'années à étudier mon instrument. Mais où est donc, monseigneur ? Ne lui parliez-vous pas ce matin, monsieur ? J'ai en effet audience de lui, mon cher Aurilly, mais Schlomberg a le pas sur moi. Ah ? Monsieur de Schlomberg aussi ? Dit le joueur de luth avec une nouvelle surprise. Oh, mon Dieu, oui. C'est le roi qui règle cela ainsi. Il est là, dans la salle à manger. Entrez donc, monsieur d'Aurilly, et faites-moi le plaisir de rappeler au prince que nous attendons. Aurilly ouvrit la seconde porte et aperçut Schomberg couché plutôt qu'assis sur un large escabeau tout rembourré de plumes. Schomberg, ainsi renversé, visait, avec une sarbacane, à faire passer dans un anneau d'or, suspendu au plafond par un fil de soie, de petites boules de terre parfumées dont il avait ample provision dans sa gibecière, et qu'un chien favori lui rapportait toutes les fois qu'elle ne s'était pas brisée contre la muraille. « Quoi ?» s'écria Aurilly. « Chez monseigneur un pareil exercice ? Ah, monsieur Schomberg !»« Ah, guten Morgen, monsieur Aurilly !» dit Schomberg en interrompant le cours de son jeu d'adresse. « Vous voyez, je tue le temps en attendant mon audience. »« Mais où est donc monseigneur ?» demanda Aurilly. « Chut, monseigneur est occupé dans ce moment à pardonner à d'Épernon et à Maugiron. Mais ne voulez-vous point entrer, vous qui jouissez de toute familiarité près du prince ? » « Peut-être y a-t-il indiscrétion ? demanda le musicien. « Pas le moins du monde, au contraire. Vous le trouverez dans son cabinet de peinture. Entrez, monsieur Aurilly, entrez !» Et il poussa Aurilly par les épaules dans la pièce voisine, où le musicien, ébahi, aperçut tout d'abord d'Épernon occupé devant un miroir à se roidir les moustaches avec de la gomme, tandis que Maugiron, assis près de la fenêtre, découpait des gravures près desquelles les bas-reliefs du temple de Vénus Aphrodite, à Gnide, et les peintures de la piscine de Tibère à Caprée pouvaient passer pour des images de sainteté. Le duc, sans épée, se tenait dans son fauteuil, entre ces deux hommes, qui ne le regardaient que pour surveiller ses mouvements, et qui ne lui parlaient que pour lui faire entendre des paroles désagréables. En voyant Aurilly, il voulut s'élancer au-devant de lui. « Tout doux, monseigneur, dit Maugiron, vous marchez sur mes images. »« Mon Dieu, s'écria le musicien, que vois-je là ? On insulte mon maître !»« Ce cher monsieur Aurilly, dit d'Épernon, tout en continuant de cambrer ses moustaches. « Comment va-t-il ? » ?»« Très bien, car il me paraît un peu rouge. »« Faites-moi donc l'amitié, monsieur le musicien, de m'apporter votre petite dague, s'il vous plaît, dit Maugiron. « Messieurs, messieurs, dit Aurilly, ne vous rappelez-vous donc plus où vous êtes ? » Si fait, mon cher Orphée, dit d'Épernon. Voilà pourquoi, mon ami, vous demande votre poignard. Vous voyez bien que monsieur le duc n'en a pas. Aurilly, dit le duc, avec une voix pleine de douleur et de rage, ne devines-tu donc pas que je suis prisonnier ? Prisonnier de qui ? De mon frère. N'aurais-tu donc pas dû le comprendre, en voyant quels sont mes geôliers ? Aurilly poussa un cri de surprise. « Oh, si je m'en étais douté, dit-il. »« Vous eussiez pris votre lutte pour distraire son Altesse, cher monsieur Aurilly, dit une voix railleuse. Mais j'y ai songé. Je l'ai envoyé prendre, et le voici. » Et Chicot tendit effectivement son luth au pauvre musicien. Derrière Chicot, on pouvait voir Caylus et Schomberg qui bâillaient à se démonter la mâchoire. « Et cette partie d'échecs, Chicot ?» demanda d'Épernon. « Ah oui, c'est vrai, dit Caylus. Messieurs, je crois que mon fou sauvera son roi, mais, morbleu, ce ne sera pas sans peine. Allons, monsieur Aurilly, donnez-moi votre poignard en échange de ce luth, troc pour troc. » Le musicien, consterné,
obéit et alla s'asseoir sur un coussin au pied de son maître. « En voilà déjà un dans la ratière, dit Caylus. Passons aux autres. » Et sur ces mots, qui donnaient à Orilly l'explication des scènes précédentes, Caylus retourna prendre son poste dans l'antichambre en priant seulement Schomberg de changer sa sarbacane contre son bilboquet. « C'est juste, dit Chicot, il faut varier ses plaisirs. Moi, pour varier les miens, je vais signer la ligue. » Et il referma la porte, laissant la société de son Altesse royale augmenter du pauvre joueur de luth. 23. Comment le roi nomma un chef à la ligue et comment ce ne fut ni son Altesse le duc d'Anjou, ni Monseigneur le duc de Guise. L'heure de la grande réception était arrivée, ou plutôt allait arriver, car depuis midi, le Louvre recevait déjà les principaux chefs, les intéressés et même les curieux. Paris, tumultueux comme la veille, mais avec cette différence que les Suisses, qui n'étaient pas de la fête la veille, en étaient, le lendemain, les acteurs principaux. Paris, tumultueux comme la veille, disons-nous, avait envoyé vers le Louvre ses députations de ligueurs, ses corporations d'ouvriers, ses échevins, ses milices et ses flots toujours renaissants de spectateurs qui, dans les jours où le peuple tout entier est occupé à quelque chose, apparaissent autour du peuple pour le regarder, aussi nombreux, aussi actifs, aussi curieux que s'il y avait à Paris deux peuples, et comme si, dans cette grande ville, en petit l'image du monde, chaque individu se dédoublait à volonté en deux parties, l'une agissant, l'autre qui regarde agir. Il y avait donc autour du Louvre une masse considérable de populaires. Mais qu'on ne tremble pas pour le Louvre. Ce n'est pas encore le temps où le murmure des peuples, changé en tonnerre, renverse les murailles avec le souffle de ses canons et renverse le château sur ses maîtres. Les Suisses, ce jour-là, ces ancêtres du 10 août et du 27 juillet, les Suisses souriaient aux masses de Parisiens, tout armés, que fussent ces masses. Et les Parisiens souriaient aux Suisses. Le temps n'était pas encore venu pour le peuple d'ensanglanter le vestibule de ses rois. Qu'on n'aille pas croire toutefois que, pour être moins sombre, le drame fut dénué d'intérêt. C'était, au contraire, une des scènes les plus curieuses que nous ayons encore esquissées, que celle que présentait le Louvre. Le roi, dans sa grande salle, dans la salle du trône, était entouré de ses officiers, de ses amis, de ses serviteurs, de sa famille, attendant que toutes les corporations eussent défilé devant lui pour aller ensuite, en laissant leur chef dans ce palais, prendre les places qui leur étaient assignées sous les fenêtres et dans les cours du Louvre. Il pouvait ainsi, d'un seul coup, d'un seul bloc, en masse, embrasser d'un coup d'œil et presque compter ses ennemis, renseigné de temps en temps par Chicot, caché derrière son fauteuil royal, averti par un signe de la reine-mère ou réveillé par quelques frémissements des infimes ligueurs, plus impatients que leur chef, parce qu'ils étaient moins avant qu'eux dans le secret. Tout à coup, M. de Montsoreau entra. « Tiens, dit Chicot, regarde donc, Henriquet. »« Que veux-tu que je regarde ?»« Regarde ton grand veneur, pardieu. Il en vaut bien la peine. Il est assez pâle et assez crotté pour mériter d'être vu. »« En effet, dit le roi, c'est lui-même. » Henri fit un signe à M. de Montsoreau. Le grand veneur s'approcha. « Comment êtes-vous au Louvre, monsieur ?» demanda Henri. « Je vous croyais à Vincennes, occupé à nous détourner un cerf. » Le cerf était, en vérité, détourné à 7 heures du matin, sire. Mais, voyant que midi était prêt à sonner et que je n'avais aucune nouvelle, j'ai craint qu'il ne vous fût arrivé malheur, et je suis accouru. « En vérité, fit le roi. »« Sire, dit le comte, si j'ai manqué à mon devoir, n'attribuez cette faute qu'à un excès de dévouement. »« Oui, monsieur, dit Henri, et croyez bien que je l'apprécie. »« Maintenant, reprit le comte avec hésitation, si votre majesté exige que je retourne à Vincennes, comme je suis rassuré. »« Non, non, restez, notre grand veneur. Cette chasse était une fantaisie qui nous était passée par la tête et qui s'en est allée comme elle était venue. Restez,
Et ne vous éloignez pas. J'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui me sont dévoués, et vous venez de vous ranger vous-même parmi ceux sur le dévouement desquels je puis compter. » Montsoreau s'inclina. « Où votre majesté veut-elle que je me tienne ?» demanda le comte. « Veux-tu me le donner pour une demi-heure ?» demanda tout bas Chicot à l'oreille du roi. « Pourquoi faire ? Pour le tourmenter un peu. Qu'est-ce que cela te fait ? Tu me dois bien un dédommagement pour m'obliger d'assister à une cérémonie aussi fastidieuse que celle que tu nous promets. Eh bien, prends-le. » « J'ai eu l'honneur de demander à votre majesté où elle désirait que je prisse place, » demanda une seconde fois le comte. « Je croyais vous avoir répondu. Où vous voudrez. Derrière mon fauteuil, par exemple. C'est là que je mets mes amis. »« Venez ça, notre grand veneur, » dit Chicot en livrant à M. de Montsoreau une portion du terrain qu'il s'était réservé pour lui tout seul. « Et flairez-moi un peu ces gaillards-là. Voilà un gibier qui se peut détourner sans limier. Ventre de biche, monsieur le comte, quel fumet! Ce sont les cordonniers qui passent, ou plutôt qui sont passés. Puis voici les tanneurs. Mort de ma vie! Notre grand veneur, si vous perdez la trace de ceci, je vous déclare que je vous ôte le brevet de votre charge. » Monsieur de Montsoreau faisait semblant d'écouter, ou plutôt il écoutait sans entendre. Il était fort affairé et regardait tout autour de lui avec une préoccupation qui échappa d'autant moins au roi que Chicot eut le soin de la lui faire remarquer. « Hé, dit-il tout bas au roi, sais-tu ce que chasse en ce moment ton grand veneur ? » ?»« Non, que chasse-t-il ? » ?»« Il chasse ton frère d'Anjou. »« Ce n'est pas à vue, en tout cas, dit Henri en riant. »« Non, c'est au jugé. Tiens-tu à ce qu'il ignore où il est ? Mais je ne serais pas fâché, je l'avoue, qu'il fît fausse route. »« Attends, dit Chicot, je vais le lancer sur une piste, moi. On dit que le loup a le fumet du renard. Il s'y trompera. Demande-lui seulement où est la comtesse. »« Pourquoi faire ? Demande toujours, tu verras. »« Monsieur le comte, dit Henri, qu'avez-vous donc fait de madame de Montsoreau ? Je ne l'aperçois pas parmi ces dames. » Le comte tressaillit comme si un serpent l'eût mordu au pied. Chicot se grattait le bout du nez en clignant des yeux à l'adresse du roi. « Sire, répondit le grand veneur, madame la comtesse était malade. L'air de Paris lui est mauvais et elle est partie cette nuit, après avoir sollicité et obtenu congé de la reine, avec le baron de Méridor, son père. »« Et vers quelle partie de la France s'achemine-t-elle » demanda le roi, enchanté d'avoir une occasion de détourner la tête, tandis que les tanneurs passaient. « Vers l'Anjou, son pays, sire. »« Le fait est, dit Chicot gravement, que l'air de Paris ne sied point aux femmes enceintes. Gravidis, uxoribus, lutetia, inclemens. Je te conseille d'imiter l'exemple du comte, Henri, et d'envoyer aussi la reine quelque part quand elle le sera. » Montsoreau pâlit et regarda furieusement Chicot, qui, le coude appuyé sur le fauteuil royal et le menton dans sa main, paraissait fort attentif à considérer les passementiers qui suivaient immédiatement les tanneurs. « Et qui vous a dit, monsieur l'impertinent, que madame la comtesse fut enceinte ?» murmura Montsoreau. « Ne l'est-elle point ?» dit Chicot. « Voilà ce qui serait plus impertinent, ce me semble, à supposer. » « Elle ne l'est pas, monsieur. »« Tiens, dit Chicot, as-tu entendu, Henri ? Il paraît que ton grand veneur a commis la même faute que toi. Il a oublié de rapprocher les chemises de Notre-Dame. » Montsoreau ferma ses poings et dévora sa colère, après avoir lancé à Chicot un regard de haine et de menace, auquel Chicot répondit en enfonçant son chapeau sur ses yeux et en faisant jouer, comme un serpent, la mince et longue plume qui ombrageait son feutre. Le comte vit que le moment était mal choisi et secoua la tête comme pour faire tomber de son front les nuages dont il était chargé. Chicot se désassombrit à son tour et, passant de l'air matamore au plus gracieux sourire, « Cette pauvre comtesse, ajouta-t-il, elle est dans le cas de périr d'ennui par les chemins. »« J'ai dit au roi, répondit Montsoreau, qu'elle voyageait avec son père. »« Soit, c'est respectable. Un père, je ne dis pas non.
Mais ce n'est pas amusant. Et si elle n'avait pas ce digne baron pour la distraire par les chemins, mais heureusement. Quoi? Demanda vivement le comte. Quoi? Répondit Chicot. Que veut dire heureusement? Ah, c'était une ellipse que vous faisiez, monsieur le comte. Le comte haussa les épaules. Je vous demande bien pardon, notre grand veneur. La forme interrogatoire dont vous venez de vous servir s'appelle une ellipse. Demandez plutôt à Henri, qui est un philologue. Oui, dit Henri, mais que signifiait ton adverbe? Quel adverbe? Heureusement. Heureusement signifiait heureusement. Heureusement, disais-je, et en cela j'admirais la bonté de Dieu. Heureusement donc qu'il existe à l'heure qu'il est, par les chemins, quelques-uns de nos amis, et des plus facétieux même, qui, s'ils rencontrent la comtesse, la distrairont à coup sûr. Et, ajouta négligemment Chicot, comme ils suivent la même route, il est probable qu'ils la rencontreront. Oh, je les vois d'ici. Les vois-tu, Henri, toi qui es un homme d'imagination? Les vois-tu, sur un beau chemin vert, caracolant avec leurs chevaux, et contant à madame la comtesse 50 gaillardises dont elle pâme, la chère dame? Second poignard, plus acéré que le premier, planté dans la poitrine du grand veneur. Cependant, il n'y avait pas moyen d'éclater. Le roi était là, et Chicot avait, momentanément du moins, un allié dans le roi. Aussi, avec une affabilité qui témoignait des efforts qu'il avait dû faire pour dompter sa méchante humeur. « Quoi, vous avez des amis qui voyagent vers l'Anjou ?» dit-il, en caressant Chicot du regard et de la voix. « Vous pourriez même dire « Nous avons, monsieur le comte, car ces amis-là sont encore plus vos amis que les miens. » « Vous m'étonnez, monsieur Chicot, » dit le comte. « Je ne connais personne qui... »« Bon, faites le mystérieux. »« Je vous jure. »« Vous en avez si bien, monsieur le comte, et même, ceux vous sont des amis si chers que tout à l'heure, par habitude, car vous savez parfaitement qu'ils sont sur la route de l'Anjou, que tout à l'heure, par habitude, je vous les ai vus chercher dans la foule, inutilement, bien entendu. »« Moi ?» fit le comte. Vous m'avez vu? Oui, vous, le grand veneur, le plus pâle de tous les grands veneurs passés, présents et futurs, depuis Nemrod jusqu'à monsieur d'Hautefort, votre prédécesseur. Monsieur Chicot. Le plus pâle, je le répète, veritas veritatum. Ceci est un barbarisme, attendu qu'il n'y a jamais qu'une vérité, vu que, s'il y en avait deux, il y en aurait au moins une qui ne serait pas vraie. Mais vous n'êtes pas philologue, cher monsieur Ésaü. Non, monsieur, je ne le suis pas. Voilà donc pourquoi je vous prierai de revenir tout directement à ces amis dont vous me parliez, et de vouloir bien, si cependant cette surabondance d'imagination qu'on remarque en vous vous le permet, et de vouloir bien nommer ces amis par leur véritable nom. Et vous répétez toujours la même chose. Cherchez, monsieur le grand veneur. Morbleu, cherchez, c'est votre métier de détourner les bêtes. Témoin ce malheureux cerf que vous avez dérangé ce matin et qui ne devait point s'attendre à cela de votre part. Si l'on venait vous empêcher de dormir, vous, est-ce que vous seriez content? Les yeux de Montsoreau erraient avec effroi sur l'entourage de Henri. Quoi? S'écria-t-il en voyant une place vide près du roi. Allons donc, dit Chicot. Monsieur le duc d'Anjou, s'écria le grand veneur. Taillot, taillot, dit le Gascon. Voilà la bête lancée. Il est parti aujourd'hui, exclama le comte. Il est parti aujourd'hui, répondit Chicot. Mais il est possible qu'il est parti hier au soir. Vous n'êtes pas philologue, monsieur. Mais demandez au roi qui l'est. Quand, c'est-à-dire, à quel moment a disparu ton frère, Henriquet? Cette nuit, répondit le roi. Le duc est parti, murmura Montsoreau, blême et tremblant. Ah, mon Dieu, que me dites-vous là, sire? Je ne dis pas, reprit le roi, que mon frère soit parti. Je dis seulement que, cette nuit, il a disparu, et que ses meilleurs amis ne savent point où il est.
Oh, fit le comte avec colère, si je croyais cela. Eh bien, que feriez-vous? D'ailleurs, voyez un peu le grand malheur, quand il conterait quelque douceur à madame de Montsoreau. C'est le galant de la famille que notre ami François. Il l'était pour le roi Charles IX, du temps que le roi Charles IX vivait, et il l'est pour le roi Henri III, qui a autre chose à faire que d'être galant. Que diable! C'est bien le moins qu'il y ait à la cour un prince qui représente l'esprit français. Le duc parti, répéta Montsoreau. En êtes-vous bien sûr, monsieur? Et vous? Demanda Chicot. Le grand veneur se tourna encore une fois vers la place occupée ordinairement par le duc près de son frère, place qui continuait de demeurer vide. Je suis perdu, murmura-t-il avec un mouvement si marqué pour fuir que Chicot le retint. Tenez-vous donc tranquille, mordieu. Vous ne faites que bouger, et cela fait mal au cœur au roi. Mort de ma vie, je voudrais bien être à la place de votre femme, ne fût-ce que pour voir tout le jour un prince à donner, et pour entendre monsieur Aurilly qui joue du luth comme feu Orphée. Quelle chance elle a, votre femme, quelle chance! Montsoreau frissonna de colère. Tout doux, monsieur le grand veneur, dit Chicot. Cachez donc votre joie. Voici la séance qui s'ouvre. C'est indécent de manifester ainsi ses passions. Écoutez le discours du roi. Force fut au grand veneur de se tenir à sa place, car, en effet, petit à petit, la salle du Louvre s'était remplie. Il demeura donc immobile et dans l'attitude du cérémonial. Toute l'assemblée avait pris séance. M. de Guise venait d'entrer et de plier le genou devant le roi, non sans jeter, lui aussi, un regard de surprise inquiète sur le siège laissé vacant par M. le duc d'Anjou. Le roi se leva, les héros commandèrent le silence. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.